on va essayer de se donner un outil pédagogique pour mieux faire comprendre la DHG aux collègues. Donc on situe la dotation horaire globale, l'évolution de la logique des moyens dans le système éducatif aux années 85-86. Donc il y a une période avant, une période après. Période avant, logique des besoins, réglementée par des textes, donc décrets sur les horaires et sur les effectifs par classe. 24 par classe en collège, 27 en lycée, et c'est la loi Abi qui cadre ces éléments-là. À partir de ces éléments réglementaires, ce qui est essentiel, c'est les éléments réglementaires, on construit les besoins. Alors on va prendre un établissement à 500 élèves, dans nos exemples. Cet établissement, pour faire fonctionner 500 élèves, on regarde combien on a de classes. Comme c'est 24 par classe, ça fait 20 classes à 25 élèves. Et ça vous donne votre structure d'établissement. En éducation physique, vous multipliez par les horaires, mais vous pouvez faire ça pour toutes les autres disciplines. Et donc, on obtient 60 heures d'éducation physique. Pour répondre aux besoins de 60 heures d'éducation physique, alors tout ça c'est facile à calculer par tout le monde dans les conseils d'établissement, à l'époque, on évalue les besoins. On compte sans la S. Premier poste, 17 heures. Deuxième poste, 34 heures. Troisième poste, 51 heures. Quatrième poste, 68 heures. Pour couvrir les besoins à cette époque, dans les cadres donnés, il faut 4 postes. On fait la même chose dans toutes les autres disciplines, mathématiques, français, sciences humaines, musique. Et vous obtenez les besoins qu'il faut faire pour faire fonctionner le système éducatif. Ces besoins remontent via la chaîne administrative IA recteur ministre, qui lui a un arbitrage donc avec le ministre des Finances, et qui peut ou non renvoyer une dotation poste. Si la dotation poste est insuffisante en éducation physique, on va avoir un horaire insuffisant et donc on n'aura pas les horaires obligatoires. Il y aura des luttes qui se développeront à l'époque là-dessus pour montrer l'insuffisance des horaires. Si les horaires sont suffisants, on voit qu'on a une dotation poste qui coûte. Donc, ce mécanisme-là a comme notion de comptabilité le poste. Après 85, on va rentrer dans un nouveau système. Quelle est la fonction de ce nouveau système? Ce nouveau système a comme fonction de faire la même chose avec moins de moyens. Au lieu de partir des éléments réglementés, on fait exploser une première partie des éléments réglementés. Les effectifs par classe ne deviennent plus une norme. Et on part des moyens. Donc, dans votre ministère, vous avez des postes, X postes, et vous changez l'unité de compte. Au lieu de donner une dotation poste, vous allez transporter ça en heures. Donc, X poste donne Y heures. Et vous avez le H. Comme vous avez fait exploser les règles de nombre d'élèves par classe, vous avez quand même encore des élèves, donc vous pouvez ironiser là-dessus, mais vous les comptez et vous obtenez un E, qui est le grand E du nombre d'élèves en France, qui est calculé, comme on le sait, dans tous les établissements. Et vous obtenez donc un grand H sur un grand E. Vous avez donc un outil de répartition des moyens. On dira, nous, un outil de répartition de la pénurie, mais on y reviendra. Ce H sur E permet, par la logique administrative qu'on connaît, recteur, IA, il arrive dans l'établissement sous forme de dotation horaire. Et donc, on fait un calcul, dans un établissement à 500 élèves, de combien d'heures j'ai besoin. 17, 34, 51, 68. Vous faites la même chose en mathématiques, en français, en sciences humaines et en musique. Qu'est-ce qui se passe réellement? Votre établissement dit, pour faire fonctionner l'éducation physique, dans cet établissement béton qui est 4 postes, il me faut 17 heures, 34 heures, 51 heures, et on a besoin de 60 heures. Donc le chef d'établissement, ce qui est intéressant dans cette démonstration, a les moyens pour faire 20 classes à 25 élèves. Donc rien ne change en réalité. Mais en réalité, beaucoup de choses vont changer. En mathématiques, c'est la même chose. En français, ça couvre les besoins. En sciences humaines, c'est pareil. En musique, c'est pareil. Dans cet exemple, on voit bien que, au lieu d'avoir 68 heures poste, on a besoin de 60 heures. Donc, on a un excédent de 8 heures. On peut prendre comme image qu'on a un excédent de 8 heures également en mathématiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'établissement annonce au nouveau conseil d'administration de l'EPLE, puisque ça se traduit en même temps par cette réforme-là, qu'il a une nouvelle possibilité, il a une nouvelle souplesse que lui donne ce nouveau système, c'est qu'il a une dotation horaire, mais surtout, elle est globalisée.
Et donc, il dit, je dois faire ma structure, 20 classes, avec les moyens qui me sont donnés, et il me reste des heures en trop. Et ces heures, je peux les globaliser. Et donc, la question qui se pose ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va globaliser. Donc, on a 8 heures en maths, 8 heures en français, 8 heures en EPS, 8 heures en maths, mettons 2 heures en français pour s'amuser. Et il nous apprend à ce moment-là qu'il peut associer cet ensemble d'heures et donc rendre un poste. La question qui est posée, et qu'il va poser au conseil d'administration, c'est lequel on va rendre. Alors on voit un rôle du conseil d'administration qui est finalement la gestion de la pénurie. Bon, l'enseignant de PS qui, lui, si on supprime le poste, comprend qu'on va se retrouver à 51 heures, donc en déficit, intervient et demande à ce qu'on ne supprime pas le poste. Mais le chef d'établissement lui dit, ne vous faites pas de soucis, en regardant principalement les parents d'élèves, les horaires sont assurés. Et donc, il se produit, alors dernière défense de l'enseignant de PS, il dit, je vais demander un vote à bulletin secret, et on vote, est-ce qu'on supprime le poste de PS ou le prof de maths? À la sortie, en dépouillant, on s'aperçoit que tout le monde a voté pour le poste de PS, sauf un qui vote pour le prof de maths. Donc on sait un peu qui a voté, mais c'est de l'humour. Donc en réalité, on va donc avoir un poste qui s'en va, et le chef d'établissement va demander d'avoir un bloc horaire de 9 heures, ou un BMP selon les départements et les gestions des académies de 9 heures. Donc ça on connaît, et donc on comprend là qu'il y a une modification qui est liée à passage d'une dotation poste, unité de compte le poste, à dotation heure, unité de compte l'H. Quelles sont les conséquences sur les personnels? Vous prenez maintenant le même exemple, mais vous allez travailler que sur la colonne. Alors voilà comment ça se passe. Vous avez votre établissement 500, et vous avez 4 enseignants de PS dans mon exemple. Alors je vais prendre 4 établissements pour faire la démonstration. Et à partir de ce moment-là, on a 4 établissements à 500 élèves. Donc pour faire le PS à 2000 élèves, avec la dotation poste, j'ai besoin de 4 fois 4 postes, c'est-à-dire 16 postes fixes. On appelle FOS. Éventuellement, il vaut mieux que ce soit des personnels qui utilisent ces postes. On va mettre 16 titulaires. Et éventuellement, on va ensuite les payer. Donc, on a 16 salaires. Et si malheureusement ils tombent en retraite, on aura 16 retraites. Donc, ça c'est le cadre. Que nous donne le nouveau cadre avec la DHG? Le nouveau cadre, il nous donne une nouvelle configuration que tout le monde connaît bien aujourd'hui. D'ailleurs, celle-là a complètement quitté les consciences. On a, sur ces 4 établissements, bon, on va changer de feu, tant pis. Sur ces 4 établissements, on a appliqué la mesure qui vient d'être précédemment expliquée. On n'a plus que 3 postes fixes et un bloc horaire de 9 heures. Et donc, vous avez, donc c'est l'intérêt de cet exemple à partir du groupement à 500 élèves, vous avez 1, 2, 3 postes fixes, et donc vous allez avoir 4 fois 3 postes fixes, 12 postes fixes, et là vous allez devoir 4 blocs horaires de 9 heures. Et à cette époque-là, la fonction de titulaire académique est inventée, de personnel titulaire non plus d'un établissement, mais d'une académie, qui vont être utilisés principalement là-dessus, pour pouvoir couvrir les besoins. Donc dans mon exemple, j'ai pris 2 titulaires académiques qui vont faire 2 personnels à cheval sur ces 2 baies. Il y a d'autres mesures que vous connaissez tous, c'est les compléments de service, mais pour l'exemple, on explique comment vient la nouvelle fonction et qu'est-ce que ça permet de faire. Donc en réalité, pour assurer l'éducation physique à 2000 élèves, vous avez 12 postes fixes plus 2 postes de TA, donc vous avez 14 titulaires, puisque c'est les exemples que j'ai donnés. Et donc vous avez 14 salaires, éventuellement 14 retraites. Donc on s'aperçoit que pour faire l'éducation physique à 2000 élèves, avec la DHG, on a fait une économie. Les conséquences sont très importantes, c'est l'arrivée de titulaires d'académie, de collègues à cheval sur 2 établissements, et vous allez faire apparaître qu'à partir de cette époque-là, vous pourrez vous référer à vos conseils d'administration. Dans les dotations horaires globales, petit à petit, vous allez avoir 2 types de moyens, les moyens poste et les moyens en HSA. C'est très important parce que les HSA vont arriver et vont percuter ce jeu-là. Et elles vont augmenter progressivement dans les DHG. Après, on peut s'amuser facilement pour montrer comment ça peut jouer. Admettons qu'ici, on impose à l'époque 2 heures à tout le monde.
Alors on peut trouver, dire c'est des jeunes collègues, le prof principal est content de les accueillir, et d'ailleurs il leur a donné 2 heures supplémentaires pour qu'ils vivent mieux. Et donc vous faites basculer le bloc horaire à 3 heures. Ici vous pouvez dire que tout le monde résiste parce qu'il y a une vie syndicale importante, qu'on décompte les HS, et vous développez là, à ce moment-là toute la réflexion sur les heures supplémentaires. Le fait qu'elles soient pas payées quand on est en congé de maladie, qu'elles n'étaient pas à l'époque prises en compte dans les retraites, qu'elles étaient moins bien payées, que là on a qu'elles amènent une surcharge de travail. Et donc on peut s'amuser ici à avoir par exemple des collègues qui en font 3 parce qu'ils ont des problèmes financiers, et donc faites partir celui-là. Et puis ici vous pouvez dire, et je m'arrêterai sur cet exemple-là, il y a le secrétaire départemental qui est ici, lui il n'en fait pas, et puis il y a un collègue qui en fait 2 et un collègue qui hésite. Donc le mardi il mange avec le secrétaire départemental et celui-ci lui explique que la fonction des HS c'est pas terrible donc il ne va pas en prendre, et puis le vendredi il mange avec l'autre, et l'autre lui parle tout le temps de ses vacances ou de sa nouvelle voiture de course. Donc, à la sortie, il n'en prendra qu'une, et on aboutit, mais c'est que l'intérêt de la démonstration, à ce qu'on fasse, à un moment donné, disparaître un bloc horaire, et à la sortie, vous faites disparaître un titulaire, puisque le TA, éventuellement, va se retrouver à cheval sur 3 établissements. Et donc, vous avez fait, dans cette démonstration, la démonstration qu'on n'est plus à 12 postes fixes plus 2 TA, on n'est plus qu'à un seul TA, et on a 13 titulaires, 13 salaires. Donc, on fait faire des économies dans le système éducatif sur le dos principalement des personnels qui vont se retrouver pour une partie seulement mobile, pour une autre partie avec des charges de travail importantes, pour une 3e partie, c'est la question des retraites. Lorsque les gens partent en retraite, ça libère des postes pour les mutations. Or, ce mécanisme fait disparaître le nombre de postes, réduit le nombre de postes, et donc les mutations deviennent de plus en plus difficiles. Donc ça, c'est la première partie qui permet de comprendre comment un système se fait sur le dos des personnels, ce qui peut éventuellement n'inquiéter que les personnels et pas les parents d'élèves, d'où les questions d'alliance sont compliquées. La démonstration plus importante, ce sera de montrer comment on va faire plus avec moins. Et donc, on va partir sur un exemple qui est toujours le même. Au lieu de garder des classes à 25 élèves, comme on avait dans cet exemple-là, on va passer à des classes à 30 élèves. Donc on augmente les effectifs par classe, et à partir du moment où on augmente les effectifs par classe, vous avez dans mon exemple, au lieu d'avoir 20 classes à 25, vous pouvez avoir 20 classes à 30 sans qu'on change absolument les moyens. Donc on est dans une situation qui permet, et c'est la souplesse de la DRG, c'est son inventivité, c'est qu'on peut en plus éponger les fluctuations des élèves pour partie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaises dans les classes. Donc on se retrouve là, alors l'exemple est exprès choisi comme ça, au lieu d'avoir 4 établissements à 500 élèves, on a 4 établissements à 600 élèves, et donc on passe à 2400 élèves. Et ça, on le permet uniquement parce que la DAG arrive après la déréglementation de l'effectif par classe, qui était l'effectif de la loi le repère de la loi ABI. Et donc, pour 2400 élèves, il ne me faut que 13 titulaires. On peut s'amuser en plus davantage pour se faire plus mal encore à faire on remplace les titulaires par des vacataires moins bien payés, etc., 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 etc. Donc là, on arrive sur cette première étape où justement on a montré qu'on est passé d'une logique des besoins réglementaires à une logique des moyens où on a déréglementé une partie justement des règles sur les normes d'effectifs par classe et qu'on a fait des économies énormes sur le dos des personnels. Et on commence à toucher du doigt une question qui est celle de la qualité de l'enseignement, puisque les effectifs peuvent bouger. Donc là, je passerai à un deuxième exemple pour vous montrer en quoi le fait d'augmenter le nombre d'élèves par classe peut arriver à produire des effets, pas seulement sur les personnels, pas seulement sur la qualité de l'enseignement, mais sur la qualité de l'apprentissage des élèves.